Le gouvernement français avait prévu que certains harkis, Moharknis, pourraient s'engager dans l'armée française. Combien Quelques milliers, pas plus. Moins d'un homme sur 10. Et seulement des célibataires. Il y a toujours cette peur de l'invasion. Oui, on ne veut pas que des familles entières viennent s'installer chez nous. Oui, mais les autres alors? Seuls ceux dont on estimera que la vie pourrait être menacée recevront l'autorisation de venir en France. En nombre limité, bien sûr. Quant à tous les autres, après avoir été provisoirement regroupés et désarmés, ils seront démobilisés avec une prime de licenciement. Et relâchés dans la nature, si je puis dire. Oui, ça, ils sont fermement encouragés à regagner leur village. Mais, enfin, ces harkis n'ont-ils pas conscience, des dangers qu'ils risquent de courir? Pour tout dire, ces malheureux sont complètement désemparés. La plupart ont plus ou moins confiance dans ce qu'on leur a dit. Ils croient ou ils essaient de croire à cette promesse d'amnistie et de non-représailles. D'autant que ce sont leurs chefs, les officiers français, qui les ont commandés, qui relaient ces promesses et qui leur affirment que dès la paix revenue, la France et la Nouvelle-Algérie auront à cœur d'effacer tous les stigmates de la guerre. Ouais, c'est en quelque sorte la garantie de la France, qui leur est offerte. Or, d'après les accords d'Évian, il est prévu que l'armée française demeure encore quelque temps en Algérie après le référendum sur l'indépendance. Précisons là, d'accord, mais pendant combien de temps? 3 ans, je crois. Ouais. Les harkis peuvent donc penser que s'ils sont menacés, l'armée les protégera. Oui, c'est si vrai que dans certaines arcas où les supplétifs auront le choix entre souscrire un engagement dans l'armée française ou retourner à la vie civile, ils se prononceront dans leur majorité pour la démobilisation. Ouais. Les autorités ont donc été plutôt convaincantes. Incontestablement. Toutefois, s'ils sont satisfaits de rentrer chez eux et de retrouver leur famille, les harkis ne savent pas vraiment ce qui les attend dans leur village. Et puis, ce qui les inquiète, c'est le fait qu'on les a désarmés. Et quelquefois par surprise. Surprise, c'est-à-dire? Bon, on sait très bien que les harkis sont fiers de posséder une arme, ne serait-ce qu'un vieux fusil de chasse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est une question de prestige, d'honneur. Par conséquent, ils ne vont pas s'en débarrasser facilement. Alors, il faut ruser. Dans certains cas, on a ramassé les pétoires en prétendant qu'on allait les remplacer par des armes neuves. Et ça a marché, ça? Oui. Je vous l'ai dit, ces hommes frustres étaient déboussolés. On pouvait les abuser aisément. Ouais, c'est pas très glorieux, Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de quand date cette politique de désarmement, là? Si mes souvenirs sont bons, les accords préliminaires entre Français et Algériens doivent être conclus à la fin du mois de février 1962. Oui, le cessez-le-feu intervient le 19 mars. Oui, dans la foulée de la signature des accords d'Évian. Mais c'est aussitôt après les accords préliminaires des Rousses, en février, que le gouvernement français prend des décisions concernant les harkis. Lesquelles? Le désarmement et le licenciement des forces supplétives, mais aussi le regroupement des harkis qui s'estimaient menacés. Seuls ou avec leur famille? Avec leur famille. Et ça représentait combien de monde, ça? À peu près 5000 personnes. C'était très peu, non? Puisque vous m'avez dit que près d'1 million d'Algériens étaient globalement concernés. C'est vrai. Mais c'est une nouvelle preuve de la confiance des harkis en la France. Ils croyaient sincèrement qu'ils bénéficieraient de notre protection. Et surtout que le FLN respecterait sa parole. Naturellement, et pourtant, rapidement, on sait que ça se passera mal. Il y a des signes... Oh, plus que des signes, des crimes. C'est-à-dire des harkis assassinés par des membres du FLN, c'est ça? Ou des ralliés de la dernière heure. Ouais, les martyrs. Ouais. Mais est-ce que ces crimes sont connus tout de suite des autorités françaises? Parfaitement. Un haut fonctionnaire français envoie même une lettre à Alexandre Parodi, vice-président du Conseil d'État, pour dénoncer ces exactions. Mais attendez, à cette époque-là, c'est-à-dire avant le référendum d'indépendance, l'armée française est encore bien présente en Algérie, donc elle aurait pu intervenir, enfin prévenir ces crimes. Non, elle n'en a pas la possibilité. Ordre lui a été donné par le gouvernement de ne pas sortir de ces quartiers. Alors, on laisse massacrer. Oui, c'est à peu près ça. Les ordres sont les ordres. Et c'est là que certains officiers courageux vont prendre des initiatives visant à protéger les harkis qui ont servi à leur côté. Ça veut dire qu'ils vont désobéir? Oui, et c'est tout à leur honneur. Des massacres, oui. Tout de suite après l'intervention du cessez-le-feu. Et avant même l'indépendance. Pourtant, les accords d'Évian stipulaient ceci. Je cite le texte officiel. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconque, en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconque, en raison de paroles ou d'opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination. Autre chose, le désarmement par surprise des harkis dont a parlé M. X. J'ai trouvé ce récit dans le livre d'Abdelaziz Meliani, Le drame des harkis. Un camion vient de s'arrêter à hauteur des écuries. C'est un Dodge
encadrés par 2 pelotons de scout-cars, mitrailleuses en batterie, bandes déployées. L'adjudant venu désarmer la Arca monte sur le capot de sa Jeep et montre, à bout de bras, l'ordre reçu. Il le lit et le commente. Je suis venu pour vous parler, pour vous expliquer. Je vous demande toute votre attention. Tandis que l'adjudant Péror, fixant l'attention de la Arca, on fonce dans les chambrées vers les râteliers d'armes. Un harki malade est resté couché. On le maîtrise et on le bâillonne. Un coup de klaxon au loin donne le signal. Le Dodge annonce que tout s'est bien déroulé et que les armes sont effectivement embarquées. Alors, l'adjudant se tait, descend de sa Jeep, tourne un peu la tête, regarde derrière lui à plusieurs reprises, puis annonce à voix basse « Maintenant, c'est fini. La guerre est finie pour vous. Vous êtes désarmés et vous êtes libres. » Qui sont ces officiers-là qui vont enfreindre les ordres? La plupart sont des officiers des SAS, les sections administratives spécialisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu très près des populations autochtones. Oui, près du terrain. Oui, ils étaient bien placés pour savoir que leurs hommes seraient tôt ou tard des victimes, tant cette guerre, qu'on ne voulait d'ailleurs pas considérer comme telle, avait accumulé de rancœur et de haine. C'était pour eux un vrai cas de conscience, car ils se sentaient responsables de ces harkis ou de ces mratsni qu'ils avaient souvent eux-mêmes engagés. Oui, mais alors, comment vont-ils procéder? Le seul salut pour ces harkis, ça consistait à franchir la Méditerranée. Alors ces officiers, dont certains vont d'ailleurs démissionner de l'armée pour agir plus librement, organisent de vraies filières afin de permettre à leurs hommes d'embarquer vers la France. De véritables réseaux d'évasion. Il faut trouver des complicités. Bien sûr. Des officiers de marine leur trouvent des places sur les bateaux militaires ou civils, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il faut aussi prévoir l'hébergement en métropole et éviter que ces harkis ne se fassent prendre, parce que ça signifie pour eux le refoulement automatique vers l'Algérie. C'est donc un véritable réseau de solidarité qui s'est créé sur le territoire métropolitain. Est-ce que ces évasions, appelons-les comme ça, ont été nombreuses? Non, bien sûr. Une goutte d'eau dans la mer. Mais grâce à ces officiers courageux, souvent désappelés ou rappelés, des vies ont été sauvées, et c'est l'essentiel. J'ajoute que ces militaires, en tout cas ceux qui n'avaient pas démissionné de l'armée, ont fait l'objet d'enquêtes et parfois de sanctions pour avoir désobéi aux ordres. J'imagine que c'est surtout après l'indépendance, en juillet, que les harkis demeurés en Algérie vont être persécutés. Oui, c'est vers la fin juillet que les nouvelles autorités algériennes vont s'attaquer systématiquement aux anciens supplétifs. C'est alors le temps des tortures, des massacres. La population s'en mêle et c'est l'horreur. Et là encore, l'armée française, toujours en place, n'intervient pas. Non, on le lui interdit. Et pourtant, certaines de ces tueries, toujours précédées de tortures, se passent parfois près des casernes où sont confinés nos troupes. Ils auraient quand même pu au moins protéger ces malheureux en les accueillant. Non, pour Paris, il n'était pas question de faire une deuxième guerre d'Algérie, car si nos soldats étaient intervenus, il y aurait forcément eu affrontement avec l'ALN, l'armée de libération nationale. Se laver les mains un peu facilement. Sans doute. Mais l'Algérie était indépendante et les tueurs avaient les mains libres. Et à votre avis, combien de harkis ont-ils été ainsi massacrés? Il est impossible de donner un chiffre fiable. Mais les historiens estiment généralement qu'il faut compter en dizaines de milliers. Il faut ajouter à ce sinistre bilan le nombre de harkis qui sont emprisonnés pour de longues années. Et comment alors vous expliquez-vous ce déchaînement de violence? Tous les Algériens n'avaient pas été des héros, loin de là. En suppliciant ou en tuant les harkis, ceux qui n'avaient pas combattu ou qui avaient appartenu à l'armée de l'extérieur se donnaient à bon compte un brevet de patriotisme. C'est la seule explication. Mais je suis persuadé que les Algériens le paient encore. Ils ont ouvert la boîte de Pandore de l'horreur. Et en Algérie, les massacres se poursuivent aujourd'hui. Oui, malheureusement, oui. Est-ce que les autorités françaises ont réellement pris la mesure de l'ampleur de ces tueries? Elles ne pouvaient pas l'ignorer. Je me souviens d'un rapport très précis envoyé par un sous-préfet qui a fait la comptabilité des morts dans son arrondissement. C'est terrifiant. C'est d'ailleurs en extrapolant à partir de ces chiffres qu'on a pu estimer que le nombre des morts se comptait en dizaines de milliers. J'ajoute que les militaires français, toujours en poste aussi, ont fait état des tueries. Mais sans intervenir militairement, la France ne pouvait-elle pas exercer des pressions sur les autorités algériennes? Paris l'a fait. Le gouvernement français a menacé Alger de remettre en cause les clauses financières qui avaient été négociées entre nos deux pays. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Puis il y avait plus important que les harkis. Que voulez-vous dire là? Un petit peu de patience, si vous voulez bien. Il faut aussi dire qu'en France, ni l'opinion publique, ni la presse ne se sont émus. Les harkis ont été tués en silence. Pourtant, il me semble que des intellectuels ont dénoncé ces massacres quand même. Surtout, un intellectuel de gauche,
Pierre Vidal-Naquet. Et puis un homme qui n'avait cessé de dénoncer la torture en Algérie. Et de protester contre la continuation de la guerre colonialiste, oui. Eh bien, Vidal-Naquet a eu le courage de défendre les harkis à une époque où la gauche les traitait encore de collabos. Mais à l'automne 62, il était trop tard. Les harkis avaient déjà été massacrés. C'était avant le cessez-le-feu qu'il aurait fallu se préoccuper de leur sort. Mais fondamentalement, enfin, pourquoi ne pas avoir accueilli plus de harkis et plutôt... Alors, c'est pour ne pas être envahi par des centaines de milliers de musulmans, avez-vous dit, c'est ça? Oui, mais ce n'était pas forcément un réflexe raciste. Le gouvernement, et avec lui le général de Gaulle, considérait que ces harkis, malgré l'aide qu'ils nous avaient apportée, n'étaient pas des citoyens français. Par conséquent, ils devaient rester dans leur pays. Et au risque d'être tués. Et oui, et en aucune façon, ils ne pouvaient être considérés comme des rapatriés. Comme les pieds noirs qui, eux, avaient droit au retour. On considérait en effet qu'ils retrouvaient la terre de leurs ancêtres. Et d'ailleurs, ce rapatriement des pieds noirs a joué un rôle funeste dans le sort qui a été réservé aux harkis. Expliquez-moi pourquoi. La France devait accueillir 1 million de rapatriés d'origine européenne. C'était énorme. Il fallait leur trouver des logements, du travail, leur accorder des aides de toute urgence. Alors, il n'était pas question de donner refuge à un autre million, mais cette fois-ci de Nord-Africains musulmans. C'est bien ce que vous voulez dire. Bien sûr. Et remarquez bien que les harkis que nous avons quand même recueillis ont été parqués dans des camps dont ils sont sortis il n'y a pas si longtemps. C'est toute une génération qui a été sacrifiée, humiliée. Une génération de citoyens de seconde zone dont les enfants et les petits-enfants souffrent encore. Car ils ont été méprisés par les leurs, qui les considéraient comme des traîtres, et par les Français pour qui ils n'étaient au fond que des Arabes. À l'époque, en 1962, à part un Vidal-Naquet, c'était surtout la droite Algérie française qui a pris leur parti. Oui, et ça s'est là aussi retourné contre eux. Pourquoi ? Parce que Paris craignait que parmi les harkis ne se glissent des éléments subversifs. Des éléments de l'OAS ? Ou des gens qui auraient pu être recrutés par l'OAS sur notre sol. Voilà aussi pourquoi on a abandonné les harkis. J'ajoute qu'il s'est trouvé de bonnes âmes, dont un ministre du général de Gaulle, pour justifier ce qui apparaissait peu ou prou comme une politique raciste, en disant justement qu'il ne fallait pas accueillir les harkis au nom de l'antiracisme. Expliquez-moi, parce que je comprends pas. Mais si, pour cela, l'arrivée massive de musulmans aurait suscité des réactions racistes en France. En conséquence, il valait mieux qu'ils se fassent égorger en Algérie. Exactement. Ce ministre a même écrit, je m'en souviens parce que cette phrase m'a soulevé le cœur, « Voulant être humain, on serait inhumain ». Ça ne s'invente pas. Effectivement. Et tout à l'heure, vous m'avez laissé entendre contre la nouvelle Algérie et la France, il y avait quelque chose de plus important que les harkis. Bien sûr. Vous savez très bien que les accords d'Évian prévoyaient que la France continuerait à bénéficier de certaines facilités militaires en Algérie. Oui, Colomb-Béchard. Entre autres, oui. Et aussi l'utilisation de la base de Mers-el-Kébir. Mais un accord secret prévoyait également que nous garderions une autre base dans le nord du Sahara. Une très grande base où nous avons pu pendant de longues années expérimenter des armes interdites à l'air libre. Quoi par exemple ? Des armes chimiques. Ce type d'armes que nous ne pouvions pas expérimenter sur notre sol, mais seulement dans l'immensité du désert. Alors devant un tel enjeu, le sort des harkis pesait vraiment très peu et ne méritait en tout cas nullement qu'on se fâche avec les dirigeants de la Nouvelle-Algérie. Volontairement abandonner les harkis ? Je pense que la démonstration de M. X le prouve et n'autorise pas la controverse. Et elle est confirmée par un document plutôt accablant. Il est daté du 16 mai 1962. C'est une directive adressée par Louis Joxe, le ministre d'État chargé des questions algériennes, à Christian Fouché, haut commissaire en Algérie. Je cite: « Les nouvelles qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole et dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef SAS. Je vous renvoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront, en principe, renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé selon les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision.